Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'IMERA, l'Institut méditerranéen de recherche avancée, une fondation d'Aix-Marseille Université, à l'occasion de ce 3e forum franco-allemand de la Méditerranée que nous avons imaginé avec le Centre franco-allemand de Provence, l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et la Fondation Konrad Adenauer, qui sont les membres fondateurs de cette initiative. Donc nous sommes très heureux pour l'ouverture de ce forum, de cette journée d'études de travail à l'IMERA, d'accueillir le président de l'université, M. Éric Berton, et on l'accueille dans sa maison. Donc je vous donne tout de suite la parole. Merci de votre présence. Merci à vous. Alors, mesdames et messieurs les consuls, madame la conseillère municipale déléguée à l'enseignement supérieur, à la recherche, chère Marie-Laure Roccassera, monsieur le président de l'IMERA, cher Denis, mesdames et messieurs les représentants de l'IEP d'Aix, du Centre franco-allemand de Provence et de la Fondation Konrad Adenauer, monsieur le président de l'Association des Amis de Variant, monsieur Jean-Marie Guillon, professeur émérite d'Aix-Marseille Université, monsieur le directeur de l'IMERA, cher Raouf Boussekid, madame Katia Salomon, chers partenaires, chers collègues, mesdames et messieurs. Je suis très heureux d'ouvrir cette 2e journée du 3e forum franco-allemand de la Méditerranée, entre mémoire et histoire, comment faire monde commun, ici à l'IMERA. Donc aux côtés des porteurs de projets IMERA, bien sûr, de l'IEP d'Aix, du Centre franco-allemand de Provence, avec le partenariat de la Fondation Konrad Adenauer. Alors c'est un réel plaisir, tout d'abord, parce que c'est la première fois depuis mon élection, le 6 janvier dernier, que je me rends ici, sur ce site de l'IMERA, site qui vous en conviendrez est magnifique. Mais c'est surtout l'occasion idéale pour moi d'affirmer mon engagement et celui de la nouvelle équipe de gouvernance à soutenir l'IMERA, un joyau exploratoire de l'interdisciplinarité, qui s'inscrit en parfaite résonance avec le projet d'établissement que nous menons à Aix-Marseille Université. Celui de promouvoir toujours plus les approches interdisciplinaires innovantes dans tous les domaines du savoir, celui d'affirmer toujours plus AMU comme une grande université internationale, ancrée dans son identité territoriale euro-méditerranéenne. 2 ambitions donc que nous portons et pour lesquelles ce forum fait écho. Cette thématique nous invite à retracer les mémoires et les histoires de cet espace méditerranéen pour mieux appréhender son avenir, ses enjeux et ses défis. Et quelle plus belle traduction que le lancement de la chaire Albert Hirschman en présence de sa fille pour aborder cette réflexion. Chère Madame Katia Salomon, votre présence nous fait honneur. Merci infiniment pour votre venue aujourd'hui, pour ce moment important pour notre université, mais au-delà pour notre territoire. Votre père, le professeur Hirschman, est l'incarnation d'une pensée ouverte, pleinement interdisciplinaire, scientifique de niveau mondial, économiste, politiste, philosophe. Il a affirmé au cours de son existence, à travers ses combats, ses recherches, ses écrits, la primauté de l'esprit contre les forces du mal, et vient rappeler le rôle des hommes de l'être et des sciences pour véhiculer les valeurs fondamentales de paix et d'humanité quand celles-ci tendent à prendre une pente dangereuse. Dédier une chaire au nom du professeur Hirschman est une volonté très forte de notre université et de l'IMERA, un acte de reconnaissance publique, tout d'abord, mais au-delà, un acte d'introspection, d'identification, d'exploration et de recherche, puisque cette chaire a surtout pour vocation à apporter un éclairage majeur sur ce moment singulier de l'histoire où Marseille fut l'une des principales villes refuges en Europe, dans ce moment où elle est devenue une véritable ville-monde. Cela résonne encore plus aujourd'hui, dans ce moment où nous assistons à une montée en puissance de passions identitaires entre Europe et Méditerranée. Cette chaire s'inscrit donc dans un projet réellement international et notamment un projet emblématique de la coopération intellectuelle et scientifique franco-allemande. Je tiens en effet à saluer Madame la rectrice du Hans Wissenschaft College, avec qui, je ne doute pas, nous serons amenés à collaborer à l'avenir. AMU entretient actuellement des liens très forts avec l'université de Tübingen. Nous avons célébré il y a 2 ans 60 ans de coopération à Aix-en-Provence,
Coopération qui s'est aussi traduite par une politique de jumelage entre les deux villes de Tübingen et d'Aix-en-Provence, puis par des politiques plus larges de coopération avec l'ensemble des acteurs de nos cités et de nos régions. Je le souligne car c'est intéressant de voir à quel point la diplomatie n'est pas que l'affaire de nos chefs d'État et de leur gouvernement, mais que la coopération décentralisée s'avère tout autant un élément majeur de rapprochement entre les peuples. Nous sommes également engagés dans la création d'une université européenne avec 6 autres partenaires européens, les universités d'Athènes, de Bucarest, de Bruxelles, de Madrid, de Rome, La Sapienza, de Stockholm. Cette université européenne rassemble près de 400 000 étudiants et 55 000 personnels et placera les valeurs citoyennes européennes au cœur de son projet, en favorisant le plurilinguisme, la mobilité des étudiants et des personnels, ainsi que l'engagement citoyen. Mais cette université européenne porte aussi et surtout l'ambition d'assurer un rôle de pont vers la Méditerranée et l'Afrique, car l'espace méditerranéen doit lui aussi être partie prenante dans cette politique commune, sans occulter la dissymétrie de puissance ou les possibles divergences d'intérêts. Notre université a des forces en présence qui témoignent de notre enracinement méditerranéen, mais surtout qui nous donnent la légitimité et la responsabilité, surtout, d'agir. Un potentiel exceptionnel en matière d'études méditerranéennes avec la MMSH, l'IMERA, des unités de recherche comme l'Institut méditerranéen d'océanologie, le Centre Camille Jullian, TEDEM et bien d'autres. Amidex pilote un appel à projets dédié à la Méditerranée. Environ 50% de nos étudiants internationaux sont originaires d'Afrique du Nord. Nous sommes engagés, nous aussi, dans une université franco-tunisienne. Nous avons construit un projet d'université européenne avec un axe stratégique vers l'Afrique et la Méditerranée. Nous portons le réseau TETIS, dont nous célébrerons le mois prochain les 20 ans. Ce réseau rassemble une 60aine d'universités du pourtour méditerranéen. AMU a enfin été particulièrement proactive au sommet des deux rives en proposant aux partenaires du périmètre 5+5 de co-signer une déclaration commune. C'est pourquoi AMU, avec le soutien précieux de l'IMERA, poursuivra ces prochaines années cet engagement en approfondissant ses coopérations existantes avec la Méditerranée, les renforcer quand cela a du sens, les adosser à des financements européens quand cela est possible, que ce soit sur H2020 ou sur Erasmus+. L'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation est un levier des plus actifs, pérennes et stables en matière de coopération internationale et de développement. Donc AMU entend pleinement jouer son rôle pour faire émerger une nouvelle Europe, une Europe des savoirs, de la recherche, des innovations. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de ces mots d'ouverture et de bienvenue de ce qui peut se faire à partir de cette maison, qui, au fond, a une double dimension internationale, évidemment, puisque notre métier, c'est d'accueillir des gens qui viennent du monde entier, et aussi d'être dans l'interdisciplinarité, ce qui, au fond, croise assez bien le regard, l'approche, la pensée de cette grande figure qui était Albert Hirschman. Donc, je voudrais saluer Denis Bertin et Raoul Boussekine qui président et dirigent cette maison, Dominique Marininki aussi qui devait venir et qui a contribué à faire naître ce programme Méditerranée de l'IMERA. Et puis, évidemment, l'initiative d'excellence d'Aix-Marseille Université, qui s'appelle Amidex. Je salue une représentante d'Amidex ici, et qui ont rendu possible cette idée de création d'une chaire Hirschman. Quelques mots d'introduction avant que je passe la parole à Katia Salomon et à nos amis historiens. Ça avait beaucoup de sens de créer une chaire Hirschman à l'IMERA parce que, d'abord, Hirschman est un homme d'un institut d'études avancées, un très grand scientifique. Il a passé une grande partie de sa carrière à l'Institute for Advanced Studies de Princeton. Et donc, c'est le premier institut d'études avancées. Nous préparons quelque chose avec les University Base du UBIAS
une grande réunion internationale qui a été reportée de quelques mois, mais qui aura bien lieu. Et donc, faire un lien avec Princeton et quelqu'un qui a incarné la pensée interdisciplinaire à partir de Princeton, je crois, avait beaucoup de sens. Et puis, c'est évidemment un triangle Berlin, Marseille, Princeton. Berlin, puisque Albert Hirschman est né à Berlin, et évidemment, juif berlinois, il a dû quitter ce pays et cette ville dans les années 30. Et après quelques pérégrinations, venir à Marseille, nous en reparlerons, où il a joué un rôle décisif, avec ce magnifique surnom de Bimiche, souriant. Donc cette façon d'être dans l'histoire, et donc effectivement d'incarner, quand les temps deviennent les plus troubles, une façon d'être debout et d'inventer des solutions pour résister. Et au fond, sa place, même si Varian Fry est aujourd'hui bien connue grâce aux initiatives de nos amis historiens qui sont là d'ailleurs, celle d'Albert Hirschman l'est beaucoup moins. Je pense qu'il serait temps à Marseille de reconnaître le rôle et l'importance de son action à ce moment-là. Et c'était aussi la raison d'être de la création de cette chaire. Enfin, il a une place à Marseille, et cette place, pour l'instant, n'existe pas tout à fait. Donc c'était une façon d'inscrire la figure d'Albert Hirschman comme figure de la pensée et de la résistance dans ce territoire. Et enfin, la thématique, les passions identitaires, parce que c'est ce qui est en train de travailler nos sociétés, parce que c'est quelque chose qui nous semble porteur d'un très grand danger, parce que les risques de récidive des années 30 sont là, et qu'il n'est sans doute pas trop tard, et que justement, il y a des armes de l'esprit, et que sont celles, je crois, que Albert Hirschman nous a léguées. Et donc voilà, nous allons créer cette chaire. Le premier résident viendra l'année prochaine, et voilà, ce n'est qu'une histoire qui commence. On espère justement tisser des partenariats allemands et américains, puisque Albert Hirschman était dans ce triangle-là pour justement, à partir de cette chaire, ouvrir un espace de pensée sur la question des passions identitaires entre Europe et Méditerranée. Et Dieu sait, il suffit de regarder ce qui se passe sous nos yeux en ce moment à Idlib pour se dire que ce qui se joue en Méditerranée a un impact vraiment direct sur le devenir de l'Europe. Je passe tout de suite la parole à Katia Salomon, et je lui remercie encore vivement d'être parmi nous. Je dois excuser notre ami Wolf Lepénis, qui, son médecin lui a interdit de se déplacer. Et donc, il m'a envoyé un texte. Je le lirai donc dans le programme. Je le lirai à la fin de l'hommage de ce matin, de la première partie. Donc, je passe tout de suite la parole à Katia Salomon. Et encore une fois, la remercie vivement d'être parmi nous. Merci beaucoup. C'est très émouvant et aussi un grand honneur pour notre famille de voir cette chaire nommée Albert Hirschman à l'IMERA, Université Aix-Marseille. Et je remercie Thierry Chabre pour avoir conçu cette idée et puis de l'avoir mis en œuvre. Être en compagnie d'Albert Camus, Averroès et Germaine Tillon et être de retour à Marseille aurait ravi mon père. Ce que je propose de partager avec vous aujourd'hui, ce sont quelques traits de caractère de mon père. J'en ai choisi 4. Premièrement, la douleur du réfugié, son courage physique et moral, son attachement à l'inspiration que peut donner toutes les disciplines, et plus particulièrement les arts, son questionnement sans relâche, son ouverture vers le monde des idées et des cultures. À travers ces quelques récits et anecdotes, j'espère vous faire mieux connaître mon père, l'homme. Aussi, peut-être, à travers le prisme de ce portrait, trouverez-vous quelques critères pour la définition même de la chaire et de ceux qui l'occuperont. La douleur du réfugié. Le départ de mon père de l'Allemagne était précipité.
Il n'avait pas tout à fait 18 ans, en 1933, quand son père, un neurochirurgien reconnu, est mort d'un cancer. Le jour de l'enterrement, le 1er avril, mon père a décidé de fuir, car les événements se bousculaient après l'incendie du Reichstag, un mois plus tôt, et l'arrestation d'amis. Il était en danger car membre des jeunesses socialistes et juif. Il est donc parti le lendemain en France, le pays dont il connaissait la langue, grâce à son éducation dans le lycée français de Berlin. La rupture avec l'Allemagne, sa famille, sa culture, Goethe, Schiller, Schubert, a été un tel traumatisme que pendant quelques mois après son arrivée à Paris, il était couvert de verrues qui ont disparu un jour sans explication. Cette fuite est restée avec lui toute sa vie, comme un sourd reproche, et fait partie intégrante de ses réflexions sur Exit, Voice and Loyalty. Il n'a pas voulu retourner en Allemagne pendant très longtemps. Finalement, en 1989, 56 ans après son départ, précipité et douloureux, il a accepté l'invitation de Wolf Lepenies de résider un semestre au Wissenschaftskolleg. Cela a été une sorte de libération pour lui. Je pense qu'on peut même dire un bonheur profond. En 91, lors d'une hospitalisation à Berlin, il m'a dit qu'il serait tout à fait en paix de mourir dans sa ville retrouvée. Il est retourné souvent après cela. Alors je remercie Wolf qui n'est pas là. Donc je le remercie encore une fois d'avoir ouvert cette porte très importante pour mon père. Et comme je disais hier soir, on pourrait presque dire que c'est un nœud de mémoire qui a été dénoué pour rester dans la thématique actuelle. Courage physique et moral. Entre 1933 et 1939, mon père a entrepris ses études supérieures entre la France, HEC, Londres, London School of Economics, et Trieste. Ses allées et venues entre l'Italie et la France en tant que simple étudiant lui ont permis de transporter des messages pour les antifascistes dans des valises à double fond et savamment introduits dans des tubes de dentifrice. Il était très très fier de la technique. Il est parti en Espagne en 1936 avec les brigades internationales et puis, avec l'entrée en guerre de la France, il s'est enrôlé dans une autre brigade internationale, celle de l'armée française. À la défaite, il a dû littéralement enterrer sa vraie identité. Il n'avait plus de papier et plus tard, quand ma sœur et moi étions adolescentes, il nous disait « Mais moi, je n'ai pas eu une crise d'identité comme vous, car j'avais une crise de papier d'identité. » Grâce au courage de la famille Cabouat à Nîmes, il a pu se faire établir une vraie, fausse carte d'identité sous le nom d'Albert Herman, né à Philadelphie. Ainsi, il a pu rejoindre Marseille. Varian Fry venait d'y arriver avec sa liste de personnes à sortir d'Europe. Mon père a été un des premiers embauchés. Ses tâches allaient de trouver des nouveaux chemins pour réussir le passage à pied de la France en Espagne, de se renseigner sur la fiabilité des rumeurs qui circulaient, trouver des passeports qui pouvaient être falsifiés, etc. De retour d'un de ses voyages à la frontière, Varian Fry l'a averti que la police française et la Gestapo le cherchaient. Il est donc parti encore une fois du jour au lendemain, habillé en paysan avec, au fond de son sac, un tome de la Pléiade, Les pensées de Montaigne, livre qui l'a accompagné toute sa vie. Ainsi, mon père a pu fuir le danger en traversant l'océan vers les États-Unis. Il est revenu en Europe avec l'armée américaine en 1944. En transit à Alger, il a rencontré la femme d'Albert Camus et a pu lui dire combien il admirait les 2 livres qu'il avait lus
l'étranger et le mythe de Sisyphe. Ces expériences de guerre ont conduit mon père à vouloir nous préparer, ses enfants, à affronter le pire. J'avais 7 ans en 1951 et c'est lui qui m'a emmené à mon premier rendez-vous chez le dentiste pour soigner une carie. Il m'a invité de refuser l'anesthésie locale que le dentiste allait sûrement me proposer. Car, il m'a dit, il faut connaître ses limites par rapport à la douleur. Dans la vie de tous les jours, le dentiste présente une excellente opportunité d'y s'y confronter. Je l'ai écouté et j'ai refusé l'anesthésie avec lui à mes côtés. Et jusqu'à ce jour, j'essaye d'en faire autant. Le courage physique de mon père a trouvé son extension dans un grand courage moral. Sa pensée était libre des dogmes. Quand en Colombie, les économistes prônaient balanced growth, lui a introduit l'idée de unbalanced growth, plus respectueux de ce que les acteurs du pays pouvaient apporter. Au lieu de parler de ce qui serait optimal, lui, il voulait chercher ce qui était possible, ce qu'il appelait possibilism. Et quand l'école de Chicago parlait de la théorie du portefeuille, lui s'intéressait aux passions. Il faut aussi se rappeler qu'il a offert l'asile à des personnes menacées politiquement, Brésil, Espagne et d'autres, Chili. Et je pense qu'on peut dire que sa façon de se remettre lui-même en question demandait un vrai courage moral. Certains trouvent déroutant cette façon qu'il avait de se remettre en question si publiquement. L'autosubversion. D'autres le jugent courageux et d'une grande honnêteté intellectuelle. Amour de la littérature, de la peinture et de la musique. Le jeune économiste qui fuyait à travers champs quand il a dû quitter Marseille rapidement avait, comme je l'ai déjà mentionné, un livre au fond de sa sacoche, Montaigne. Dans son cœur de réfugié allemand, il a aussi emporté Goethe, Heine Schiller, mais aussi Tolstoï et Dostoïevski, qu'il avait dévorés dans sa jeunesse. D'ailleurs, il se disait expert de Dostoïevski à 18 ans. Et puis, il s'est épris de Flaubert, Stendhal, Camus, et puis Dickens, Shakespeare, Conrad, et puis de Garcia Marquez, César Vallejo, sans oublier Kafka et Cervantes. Il utilisait la littérature dans ses écrits pour souligner ses idées d'économiste. Un exemple se trouve dans l'essai intitulé Opinion, c'est en français, Opinion opiniâtre et démocratie, où il commence par citer Jane Austen, puis Tchekhov, puis Dante, Yeats et Trollope. Et ça, c'est un essai qui est dans un certain penché de l'autosubversion. Son amour de la littérature l'a poussé à écrire ses propres livres avec une idée d'excellence de style. Alors qu'il écrivait en anglais sa 4e langue, il s'est imposé l'exigence de Flaubert d'écrire jusqu'à trouver le mot juste. D'ailleurs, il adorait Flaubert. Et un de ses meilleurs cadeaux d'anniversaire, je me rappelle, c'était quand il a reçu c'est 13 tomes, je crois, de la correspondance de Flaubert. Voilà. Sarah, sa femme, ma mère, a créé un programme très intéressant et qui continue à exister à ce jour, de lecture auprès des gens éloignés, dans des quartiers pauvres, dans les prisons, qui s'appelle People and Stories, Gente y Cuentos, gens et récits en français. Il fallait construire la bibliographie de nouvelles à lire à haute voix. Et mon père aimait participer à ce beau projet et donner son avis sur la richesse des textes et leur potentiel à créer une bonne discussion. Aller au musée avec mon père était un véritable bonheur. Dans chaque musée où il nous emmenait, ma sœur Lisa et moi, il nous conduisait avec émotion devant son œuvre préférée, un Fra Angelico, El Greco, Soutine, Kokoschka, Rothko, Calder. Il adorait Pontormo. Et sans le savoir, lui et sa petite sœur Eva, qui avait 7 ans de moins que lui, qui vient de décéder le 20 février dernier à 100 ans, avaient la même reproduction de la Visitation de Carmignano à leur côté.
j'ai découvert ça tout à fait par hasard en la visitant. Et je suis tombée sur exactement, il avait un livre ouvert toujours. Et il y avait ce pantalon et elle avait la même chose à côté d'elle. D'ailleurs, pour ces livres, il cherchait souvent des repères, des échos chez les artistes. Par exemple, pour Journeys Toward Progress, c'était un clé. Pour Rhetoric of Reaction, la sculpture du XIIIe siècle qui se trouve sur la cathédrale de Bamberg, de deux prophètes en discussion. Et puis, il passait beaucoup de temps à écouter la musique. Il y avait des traditions. À Noël, c'était le Christmas Oratorio de Bach. Les dimanches, il aimait chanter des lieder de Schubert, accompagné par ma sœur au piano. Et moi et ma mère étions des spectatrices admiratives. C'était des très beaux moments. Ouverture sur le monde, sur les autres. Je garde l'image de mon père qui m'écoutait attentivement toujours depuis que j'étais petite. Il avait une façon d'incliner sa tête d'un côté, comme s'il voulait approcher son oreille au plus près de mes paroles pour mieux comprendre. Il restait souvent un peu silencieux avant de répondre. Et ainsi, les conversations étaient toujours remplies de pensées sincères, articulées lentement. C'était des moments de tendresse grâce à son attention si patiente. Et je pense que c'est cette ouverture vers les autres, le désir sincère d'entendre leur voix et puis de se donner lui-même le temps de la réflexion qui lui a permis de développer tant de nouvelles idées et d'approches. Une petite anecdote, il recevait des invitations pour parler à la radio ou à la télévision. Il trouvait le rythme imposé des questions-réponses si incompatibles avec sa façon d'être qu'un jour, en rentrant très frustré d'un entretien à la radio, il m'a dit qu'il allait dorénavant mettre une petite phrase sur sa carte de visite « Non-appearing professor on radio and television ». Sa nomination à l'Institute for Advanced Study à Princeton en 1974 était une bénédiction. Là, il a trouvé un lieu où il pouvait échanger, écrire à son rythme, en dehors des contraintes du monde académique. Il ne s'y est pas enfermé, réfugié du monde. Au contraire, il a pu retourner sur le terrain, beaucoup en Amérique latine, plus souvent que pendant ses années à Harvard et Columbia. C'est justement ce cadre étant propice à la réflexion que vous allez donner si généreusement à des chercheuses et chercheurs en créant cette chaire. Et merci pour votre écoute. Je pense que vous avez compris qu'Albert Hirschman était un homme et un père merveilleux. Merci beaucoup, Katia Salomon, pour ce témoignage. Je pense qu'il restera dans nos mémoires comme un moment important et de fondation de cette chaire Albert Hirschman à partir de l'IMERA. Donc, dans le programme, donc, il devait y avoir 3 interventions. Celle de Wolf Le Pénise, et donc, qui m'a envoyé son texte. Et donc, je le lirai à la fin de cette première partie. Mais je vais tout de suite donner la parole aux historiens, donc Jean-Marie Guillon et Jean-Michel Guiraud, qui ont connu et accueilli Albert Hirschman, surnommé Bimich. Et donc, il était important dans ce moment de fondation, puisque on a entendu, il a traversé l'histoire et il a marqué d'une certaine empreinte d'aller un petit peu plus loin sur ce début de reconnaissance, puisqu'au fond, le travail que vous avez accompli l'un et l'autre, les uns et les autres, autour de Varian Fry, il y a quelque chose peut-être qui commence autour d'Albert Hirschman, et sachant en plus que le lien entre eux était très fort et marquant dès le début. Jean-Marie Guillon.
Merci Thierry, merci pour cette invitation et merci d'avoir appelé ce colloque de 1999 que nous avions organisé avec Jean-Michel Guiraud et auquel avaient pu participer ceux qui avaient survécu à l'aventure Varian Fry à Marseille par conséquent, dont Albert Hirschman. Et je garde un souvenir évidemment très fort de ce moment. Et je garde de votre père, madame, ce souvenir d'un homme d'une extrême réservé, discret. Et quel contraste entre son œuvre, son rayonnement international et la gentillesse dont il a fait preuve à notre égard, nous qui n'étions pas grand-chose à côté de lui. En tout cas, ce petit trait, me semble-t-il, donne une image qui recoupe celle que vous avez donnée de l'homme qu'il était. Et il a eu la gentillesse de nous donner un texte un petit peu développé sur son expérience marseillaise pour les actes de ce colloque. L'un des textes les plus développés, d'ailleurs, me semble-t-il, à ma connaissance, qu'il ait fait sur son passage à Marseille, un passage très court, 5 mois, hein, pas plus, mais on le verra combien marquant. Alors, j'ai prévu 3 points, 3 questions. Rapidement, évidemment, nos interventions vont se recouper. Et on va faire en sorte qu'elles se recoupent le moins possible, ou qu'elles se complètent plutôt. La première question, c'est qui est Albert Hirschman lorsqu'il arrive à Marseille. Vous l'avez évoqué, j'y reviendrai un petit peu. À quoi s'est-il occupé à Marseille aux côtés de Varian Fry? Mais là, probablement, je vais sabrer dans ce que j'avais prévu parce que je pensais que Jean-Michel parlait du centre américain, donc peut-être que je vais, au pied levé, parler du centre américain pour lui laisser un peu d'espace. Enfin, on verra comment les choses se passent. Et le troisième point, c'est fini le banc. Ben, ça, tu n'en sais rien, tu ne sais pas ce que je vais dire. Donc, et le troisième point, c'était finalement qu'est-ce que je crois qu'il a retenu de son passage à Marseille. Alors, donc qui est Albert Hirschman lorsqu'il arrive à Marseille? C'est un jeune homme, il a 25 ans, et donc ça coïncide à peu de choses près avec ceux qui vont former la première équipe de Fry, qui sont aussi, pour une part d'entre eux, des réfugiés anti-nazis, fuyant évidemment l'occupation de la zone nord, juifs pour une part, mais pas uniquement. Donc il y a une génération, là, autour d'eux. Fry est un petit peu plus âgé, mais guère plus, un peu plus de 30 ans. Donc de jeunes gens. Mais lui, et on l'a compris, a une expérience particulière et particulièrement riche. Vous avez rappelé le milieu dont il était issu, une famille de la bourgeoisie juive non pratiquante de Berlin, extrêmement cultivée, extrêmement ouverte. Des études au lycée français, donc déjà la maîtrise de plusieurs langues, ce qui lui permet de venir s'établir tout jeune, 18 ans, enfin, se rend-on compte, de tout quitter, de partir à 18 ans, ce qui lui permet en tout cas de venir en France, où sa sœur va le rejoindre, sa sœur qui joue un rôle, sa sœur aînée, si je ne me trompe pas, un rôle particulier, donc on évoquera un petit peu. Et puis, après la France et les études commerciales, économiques, financières qu'il entreprend là, la bourse obtenue à Londres, à la London School of Economy, et puis ensuite la fin de ses études en Italie, à Trieste, où il soutient sa thèse de doctorat. C'est un Européen. Avant d'être un citoyen du monde, qui n'est pas encore à ce moment-là, c'est incontestablement un Européen. Avec donc ce bagage académique qui est particulièrement impressionnant et qui, à l'époque, aujourd'hui on y est peut-être un peu plus habitué à ces circulations entre pays, mais en tout cas à l'époque ça me paraît en Europe tout à fait original. À côté de cette expérience-là, qui n'est pas rien, il y a sa culture politique, qui n'est pas rien non plus. Son engagement du côté des jeunesses socialistes du Parti social-démocrate allemand, plutôt dans l'aile gauche, comme toujours les jeunesses, dans l'aile qu'on appellera socialiste révolutionnaire, ce qui n'a pas
une importance mineure pour l'histoire qui nous intéresse, car c'est bien dans ce milieu que se recrute une grande partie de ceux qui vont collaborer avec Frey, qui politiquement n'était pas si naïf qu'on ne le dit souvent, un faux naïf, me semble-t-il. Donc, militant socialiste, toujours des contacts avec l'émigration anti-nazie socialiste. Cet engagement le conduit en Espagne quelques semaines, et plutôt du côté de ce parti qui est à la lisière entre le socialisme révolutionnaire et le trotskisme qu'on appelle le PUM, à Barcelone, ce qui le vaccine d'un engagement aux brigades internationales dominées par le Parti communiste, et c'est la raison pour laquelle il y reste si peu, mais enfin il y est passé et ça donne bien à la fois l'importance pour cette génération qu'a eu la guerre d'Espagne et en même temps l'étendue de son engagement. Et puis en Italie, c'est un milieu pas seulement académique qui le rejoint, mais un milieu antifasciste, puisque sa sœur est mariée avec l'un des leaders du socialisme italien dans l'Italie mussolinienne, qui est Eugenio Colorni. Donc, une expérience politique qui est, elle aussi, d'une richesse incontestable et qui, pour Varian Frey, va constituer un appoint extrêmement sérieux. En plus, une expérience tout simplement de la vie, de la débrouillardise, parce qu'enfin, c'est quel débrouillant, hein, l'arrivée à 18 ans, là, bon, voilà, et puis partir en Espagne, et puis passer d'un pays à l'autre, et puis Munich arrive, et ce jeune Allemand choisit de s'engager dans l'armée française, enfin dans les possibilités que donne l'armée française. Les possibilités le sont extrêmement faibles. Il y en a deux, c'est soit la Légion étrangère, ce qui n'est pas spécialement enthousiasmant, soit ce qu'on va appeler les prestataires, c'est-à-dire des formations semi-militaires. On va surtout les employer à des travaux publics d'intérêt militaire. Là, en l'occurrence, ils travaillent pour une formation de batterie. Enfin, vous voyez que c'est quand même... D'abord, il y a l'engagement qui est là, et puis il y a cette expérience-là, et puis la débrouillardise toujours, le fait de mettre dans sa poche cet officier qui lui permet d'obtenir une fiche avec ce nom qu'il va garder, Hermann, ce qui va lui permettre de faire confectionner des papiers d'identité. C'est beaucoup moins difficile à l'époque qu'aujourd'hui, hein, rassurez-vous, même si ce n'était pas simple. Ça ne serait pas possible aujourd'hui. Et là, l'aide inappréciable de la famille Cabois. Je signale d'ailleurs que Lucie Tesnière, la petite fille des Cabois, a publié un ouvrage charmant, absolument charmant, adorable, sur cette famille qui n'est pas une famille ordinaire de Nîmes. Elle parle à la fois de ses grands-parents qui ont combattu à la guerre de 14, mais également de son père, de sa famille, qui a accueilli Albert Hirschman, le père étant devenu maire de Nîmes à la Libération, ce qui n'était pas tout à fait une sinécure, connaissant les tensions qu'il y avait à Nîmes en 1944, en 1945. J'attire l'attention sur cet ouvrage et sur cette famille, en fait, qui est une famille extraordinaire. Et c'est là qu'il apprend, pourquoi ? Parce qu'il a gardé ses contacts avec l'immigration socialiste, et notamment un ami d'enfance qui s'appelle Erich Hermann, qui est à Marseille, qui s'apprête à partir, qu'il apprend qu'il y a des possibilités de départ à Marseille, ce qui est évidemment pas du tout étonnant. Et j'en viens à mon deuxième point. C'est ce qui le conduit à quitter Nîmes, où il pensait s'installer. Heureusement pour lui qu'il ne s'est pas installé, car, entre nous soit dit, c'est une parenthèse, il obtient un travail auprès d'un personnage qui va se révéler l'une des pires ordures de la ville de Nîmes. Il a échappé belle, par conséquent, mais ça, il ne pouvait pas le prévoir. Eh bien, donc, par conséquent, à Marseille, c'est mon deuxième point, par conséquent, que fait-il à Marseille, mais plutôt, que trouve-t-il à Marseille, et pourquoi Marseille ? Pourquoi Marseille ? Marseille, c'est le point de passage absolument obligé pour tous ceux qui veulent quitter la France en 1940, c'est-à-dire pour tous les réfugiés anti-nazis, allemands, autrichiens en particulier, juifs pour une bonne partie d'entre eux, parce que c'est à Marseille que se trouvent les consulats qui permettront peut-être de faire établir les multiples papiers nécessaires pour quitter légalement
ou illégalement d'ailleurs, le territoire français. C'est la porte de sortie parce que il y a le port, c'est une première voie, mais de toute façon, même si on ne peut pas emprunter la voie maritime, pour la voie terrestre, il va falloir passer par les consulats de Marseille. Donc Marseille est un lieu, effectivement, un lieu refuge, on l'a souvent dit, où se concentrent, où viennent, où restent s'ils le peuvent, d'où repartent beaucoup. Énormément de ces réfugiés est un lieu de brassage, ce qui fait que la ville devient, entre nous soit dit, l'une des premiers lieux où se constitue, où s'invente ce que l'on va appeler plus tard la résistance. Avant Lyon, capitale de la résistance, c'est Marseille qui joue ce rôle essentiel, mais ça, c'est évidemment un autre problème. C'est donc dans ce bouillon, dans cette ville qu'il faut imaginer, évidemment, bien différente de celle d'aujourd'hui, qu'il arrive. Il retrouve des amis. Il retrouve là aussi un Américain. Alors, dans ses souvenirs, il pense que c'est Frey. Je ne suis pas persuadé que ce soit Frey. Il parle d'un Américain qui aide notamment les réfugiés politiques à partir. Je pense qu'il s'agit de Frank Bonn, qui a été envoyé par la grande confédération syndicale, la FL-CIO, pour précisément, qui est le premier à venir à Marseille, pour précisément aider les réfugiés, et qui va collaborer avec Frey au point de lui transmettre la liste des gens à sauver lorsque Frey arrive à la mi-août 1940. Et en tout cas, c'est bien Albert Hirschman que Frey recrute en premier. Et c'est bien Albert Hirschman qui devient son bras droit, son collaborateur le plus proche, comme Frey le soulignera lorsque Albert Hirschman quittera la France pour les raisons que vous avez évoquées, sur lesquelles on va certainement revenir. Donc, Hirschman se retrouve à Marseille, aussitôt plongé au milieu de ces réfugiés, avec cette possibilité non seulement de partir, mais en même temps, et ça c'est un acte de courage, vous avez parlé de courage, c'est une preuve, plutôt que de profiter lui-même de l'occasion immédiatement, il se pique au jeu que lui propose, enfin au jeu, parce qu'il y a une part de jeu que lui propose Frey, c'est-à-dire d'aider les autres à partir. Et il devient un homme absolument indispensable pour Frey. Alors, donc, qu'est-ce que Jean-Michel évoquera plus précisément ce que fait Hirschman, Albert Hirschman, mais Frey, vous le savez, est un journaliste américain, libéral, quaker de formation. Libéral, ça veut dire qu'il est journaliste politique, d'ailleurs, plutôt spécialisé en relations internationales, ce qui fait que là encore, je reviens, c'est pas tout à fait le blanc-bleu là qui connaît rien à la politique. Il a une autre formation, une autre culture politique, certainement, que les Européens. Bien sûr, il n'a pas lu Marx, comme Hirschman ou Bénédicte, plus tard, vont s'en amuser. Mais il n'est pas tout à fait un novice. Il est envoyé par l'Emergency Rescue Committee pour, en quelque sorte, faire le point en France sur la situation des réfugiés dont on imagine qu'elle n'est pas drôle, mais dont on pense qu'elle est pire qu'elle n'est en réalité. Pourquoi le pense-t-on? C'est parce qu'il y a ce fameux article 19 de la Convention d'armistice qui donne la possibilité au gouvernement de Vichy de livrer aux nazis les réfugiés qui se trouvent en zone non occupée, article qui, d'ailleurs, par ailleurs, est la reprise, comme une bonne partie des articles de la Convention d'armistice, est une reprise de ce qui avait été imposé aux Allemands en 1918. Donc, cet article fait peur, même si, finalement, les nazis vont peu l'utiliser. Mais cet article fait peur. Il faut donc... il y a urgence, d'où la liste que porte Bonn, comme porte Frey également, pour venir en aide à ces réfugiés. Mais la mission de Frey, c'est une mission d'observation, d'analyse, faire savoir quelle est la situation. Et Frey doit repartir. Or, arrivé à Marseille le 13 ou 14 août 1940, installé à l'hôtel Splendide, où est installé Frank Bonn, qui a déjà une présence marseillaise un petit peu plus ancienne, il prend conscience de la nécessité de ne pas seulement se contenter d'une mission d'observation, mais d'agir, effectivement. Et là, il y a une espèce de pari
une provocation, dira votre père, une provocation, hein, quelque chose d'improbable, enfin, qu'un esprit rationnel n'aurait pas tenté, c'est-à-dire créer un comité d'aide aux réfugiés qui a pignon sur rue, et qui d'abord essaye de profiter de ces semaines de confusion qui sont celles de août, début septembre 1940, où l'on peut faire partir du monde, parce que les frontières françaises ne sont pas réellement fermées, parce que les Espagnols laissent passer ceux qui traversent la frontière pyrénéenne, parce que les Américains accordent des visas d'urgence, ces visas destinés à briser les quotas et à permettre à ceux qui sont menacés de venir aux États-Unis. C'est dans ce contexte-là que votre père commence ce travail d'aller chercher les visas, de venir en aide, d'interviewer, bien sûr, ceux qui demandent assistance. Parce que le Centre américain de secours, que Frey crée officiellement début septembre, si mes souvenirs sont bons, s'est fixé cette mission. Non seulement, et là aussi on voit combien Frey va au-delà de ce qui lui était demandé, non seulement il reste, il crée ce comité, mais en plus il ne va pas s'occuper seulement des noms qui sont sur cette liste, qui sont des noms d'intellectuels, d'artistes, dont certains n'ont aucune envie de partir de France, d'ailleurs, parce qu'ils ne se sentent pas en danger, à tort ou à raison. Mais il va aussi s'intéresser, et là probablement l'influence de votre père y est pour quelque chose, et des jeunes gens qui sont autour de lui, aux réfugiés politiques peu connus, inconnus, qui, eux, ont réellement besoin d'une assistance financière, ça sera le premier travail, mais aussi d'une assistance pour établir des papiers et éventuellement de faux papiers. Et c'est là l'un des aspects les plus originaux de l'activité du Centre américain de secours, à la différence des nombreuses autres associations d'assistance aux réfugiés qui existent à Marseille, car le comité Frey, s'il est le mieux connu, n'est pas le seul et n'est même pas celui qui a fait sortir de Marseille ou de France le plus de monde. Mais ce qui le distingue d'emblée, c'est le choix de, à la fois, avoir une action ouverte, légale, et d'y associer immédiatement une action illégale, soit par ces faux papiers que l'on fait établir, pour permettre en particulier à ceux qui ne peuvent pas partir de France parce que la Convention, l'armistice leur interdit, c'est-à-dire les Allemands ou les Autrichiens, un âge de porter les armes, qui, vous l'admettrez, est une condition qui affecte beaucoup nombre d'entre eux. Il faut donc, par conséquent, aussitôt fournir des faux papiers. Il faut fournir les moyens financiers qui permettront ces départs. Et ces moyens financiers, c'est par le change au noir que cela est possible. Il faut trouver des voies qui permettront de passer, voies maritimes ou voies terrestres. Il faut trouver les consulats qui acceptent de travailler, de fournir des visas et échanger de consulats au fur et à mesure que les portes se ferment, car très vite on s'est aperçu, par exemple, que les visas du Siam, la Thaïlande d'aujourd'hui, ou de Chine étaient quelque peu suspects, même aux yeux des Espagnols. Donc c'est ces tâches-là qu'il faut entreprendre et que le comité va mener à bien à partir du mois de septembre 1940, d'abord dans les locaux de l'Hôtel Splendide, où Frey a improvisé un bureau d'accueil, avant de devoir déménager aux 2 rue Grignan. Là, nous sommes au début du mois d'octobre 1940, et c'est là que votre père va, en particulier, aider Varian Frey. Ce n'est qu'après que le comité, qu'après son départ, que le comité va déménager ailleurs. Mais ce déménagement indique combien les activités se sont étendues. La notoriété du Centre américain de secours est désormais atteint toute la zone occupée. L'on voit en particulier toute une colonie autrichienne, de réfugiés autrichiens de Montauban, venir très vite à Marseille pour essayer évidemment de sortir de France. Cette tâche, par conséquent, votre père s'y emploie à fond,
en tant que bras droit de Frey, est chargé plus spécialement des tâches illégales sur lesquelles mon ami va revenir sans doute plus précisément. Il est évidemment devant quantité de dangers. On ne risque pas la mort, mais il risque de perdre la liberté. Il y a certes des espions allemands, pas la Gestapo, elle n'est pas encore installée à Marseille, mais des espions allemands qui sont bel et bien là. Il y a les espions franquistes qui sont là aussi et bien installés à Marseille. Il y a surtout la police de Vichy qui est divisée, qui est partagée, puisqu'il y a aussi des amitiés dans la police de Vichy, comme il y en a d'ailleurs dans l'administration. Mais Marseille est particulièrement surveillée par les services spéciaux. Et donc, qu'il soit très vite tombé dans le collimateur de tel ou tel service de la police de Vichy n'a rien pour surprendre. En tout cas, et c'est significatif de ce qu'il fait, il se trouve opportunément hors de Marseille lorsque le maréchal Pétain vient en visite dans la ville, le 3 décembre 1940, opportunément parce qu'une partie du comité Frey se retrouve internée provisoirement pendant la présence du maréchal Pétain dans la ville sur un bateau qui s'appelle le Sinaïa. Alors que fait votre père à ce moment-là, de façon très opportune? C'est qu'il est en train de chercher une nouvelle voie de passage à travers les Pyrénées et qu'il se trouve à Superbannière de Bigorre, où on lui a indiqué un contact qui permettrait par conséquent d'ouvrir cette voie. Le contact ne se réalise pas, il revient à Marseille, ayant échappé à l'internement, mais c'est là qu'il apprend que la police, évidemment, le recherche et qu'il va aussitôt, comme vous l'avez dit, reprendre son sac et repartir à travers les Pyrénées en passant par une route clandestine qu'il a contribué à mettre en place avec Varian Frey, qui est la principale route traversée des Pyrénées pour les clients du Comité américain de secours, c'est-à-dire la route créée par les FITCO à Banyuls, la route F. Troisième point, si vous voulez, et là je serai plus prudent que sur les deux premiers, finalement, quelle est la présence de cet épisode marseillais dans l'œuvre de votre père? Je suis prudent parce que je ne connais pas toute l'œuvre, sa dimension l'explique, de votre père, donc je m'avance là avec beaucoup de prudence, comme je le disais. En tout cas, dans ce livre tout à fait extraordinaire, qui donne bien, me semble-t-il, un condensé de sa pensée, qui est un certain penchant à l'autosubversion, il reprend l'introduction qu'il vient, le livre date de 1995, il est paru en français et aux États-Unis en même temps, mais il vient de donner une préface à la réédition de Assignment Rescue, qui est un résumé des souvenirs de Varian Frey, qui vient d'être réédité. Il a donné par conséquent une préface, et il reprend cette préface dans cet ouvrage, et il commence ainsi. Quand je pense à Varian Frey, à l'époque où je travaillais pour lui à Marseille, de juillet à décembre 1940, juillet c'est plutôt août, je suis frappé de voir combien sa personne et ses événements lointains sont demeurés gravés dans ma mémoire. Donc, un court moment, mais un moment marquant, on ne saurait mieux dire. Pourtant, il avoue lui-même, et il avoue lui-même avec étonnement, qu'il n'a pas gardé contact avec Varian Frey et les autres, une fois aux États-Unis, absorbé, dit-il, par, mais vous me corrigerez peut-être, mais absorbé peut-être par ses activités. Mais ce n'est pas un cas anormal, je veux dire, c'est tout à fait compréhensible. Mais en tout cas, quel qu'ait été ses liens maintenus ou pas, il a gardé ce souvenir-là. Et il y revient en particulier dans ces années 90, puisqu'il fait cette préface, il fait publier cette préface dans ce livre, il y revient dans un entretien qu'il donne en Italie, qui a été traduit en français sous le titre de « La morale singulière de l'économiste », et puis il y revient en venant ici avec vous, à Marseille, pour notre colloque, et en donnant son témoignage. Donc ce n'est pas évidemment quelque chose qu'il a oublié, bien évidemment. Mais plus intéressant,
et c'est là que vraiment je suis très circonspect et que j'avance avec beaucoup de modestie. Finalement, est-ce que dans les concepts, les notions qu'il a utilisées avec brio, avec hagileté, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de son passage marseillais? Lorsqu'il insiste sur l'imprévisibilité du changement, tout ce qui est conséquence inattendue, ce qui n'est pas programmé, dont on ne sait pas ce que sont les effets, j'y vois quand même une part de ce passage à Marseille qui est évidemment l'initiative Frey. C'est une initiative qui est totalement aberrante, enfin, extraordinaire, qui échappe à toute norme et dont on ne savait pas ce qu'elle pouvait avoir donné. Lorsqu'il insiste sur défection et prise de parole, c'est un thème sur lequel il est intervenu et qui lui tient à cœur. La défection, c'est l'immigration. C'est l'attitude, une des attitudes possibles devant les événements. La défection, c'est aussi peut-être le repli sur soi d'une partie de la population française qui attend, qui s'inquiète, qui coupe les ponts. Mais en même temps, cette défection va toujours avec ce qu'il appelle la prise de parole, c'est-à-dire la prise d'initiative, la prise de risque. Et le cas de Frey et de l'action qu'il a menée auprès de Frey en sont, me semble-t-il, un exemple qu'il devait peut-être avoir en tête. Il a toujours insisté, me semble-t-il aussi, beaucoup sur les notions de déplacement. Et le déplacement, Dieu sait s'il a connu ce dont il s'agissait. Et au déplacement, il y ajoute la transgression. Or, il n'a jamais cessé de transgresser. Et ça, c'est absolument fascinant. C'est pour lui, il le dit, la transgression est une notion centrale. C'est passer les frontières. Il les a passées réellement. Il les a passées entre les disciplines, entre les spécialités. Il a passé la frontière entre la légalité et l'illégalité. Et puis, il y a lié à la transgression, il y a la subversion. Il écrit « La subversion a été un trait permanent de ma personnalité ». Et vous l'avez illustré par les exemples que vous avez donnés. Cette subversion... Pardon ? Et alors, justement, j'allais y venir, parce que pour moi... Subversion, il y a tellement de postures, notamment dans le monde intellectuel, de la subversion, que je regarde ça avec une certaine retenue due peut-être à l'âge. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la subversion, lui, de fait, la véritable subversion, il l'a entreprise intellectuellement, et puis on l'a vu dans son expérience de la vie, mais qu'il y ajoute aussitôt cette prise de recul extraordinaire qui manque tant à nos intellectuels, à nos artistes, qui est l'autosubversion. C'est-à-dire l'ironie. Et il se moque d'ailleurs de l'esprit de sérieux des progressistes, dans lesquels ils sont embourbés. Ça, je crois que c'est un des traits, qui pour moi, que j'ai trouvé les plus fascinants dans sa personnalité, et qui me font penser que les 5 mois passés à Marseille ont été, à tous égards, un extraordinaire apprentissage pour lui. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Marie Guillon. C'est le moment effectivement de se pencher sur ce moment d'histoire. Je crois que les uns et les autres, on a appris beaucoup et notamment de ces leçons intellectuelles de transgression, de subversion, de l'art de rendre les choses possibles. Alors, j'ai lu dans cette belle biographie de Jeremy Adelman qu'une des citations favorites littéraires de Albert Hirschman était celle de Vauvenargues « Les grandes idées viennent du cœur ». Et donc je crois que ça a aussi inspiré le lien, la relation avec Varian Frey, dont va nous parler maintenant Jean-Michel Guiraud. Et puis je lirai in fine le texte de Wolf Le Pénise et nous ferons une petite pause pour passer à la deuxième partie de la matinée sur la politique méditerranéenne avec Mme Michèle Gendron-Bassalou. Jean-Michel Guiraud pour un quart d'heure même. Jean-Marie Guillaume et Jean-Marie. Voilà.
Je te félicite pour ton intervention. Je serai beaucoup plus modeste pour plusieurs raisons. C'est que je n'ai pas ton aisance et je ne suis pas allé aussi loin que toi dans l'analyse de la pensée d'Albert Hirschman. Je vais quand même... on va faire, si tu veux, un regard croisé, parce que nos deux sujets se recoupent. Je m'en suis rendu compte en lisant le programme. Effectivement, Albert Hirschman et Varian Fry, je pensais au début que j'allais juste présenter l'association. Alors, je me suis plongé dans certains documents, j'ai cherché, je suis même honoré d'être là et d'être aux côtés de la fille d'Albert Hirschman. Alors, je vais faire comme toi, je vais rappeler notre souvenir commun, c'est-à-dire ce moment que j'ai photographié, où tu es à côté d'Albert Hirschman. Tu as conservé cette photo. Donc, j'avais pris cette photo, je l'ai communiquée, et mon souvenir d'Albert Hirschman est peut-être un peu différent du tien, et je vais t'expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, j'avais été chargé de tracer les plans de l'exposition qui était inaugurée, et que Albert Hirschman était venu honorer de sa présence en 1999. Alors, moi, mon souvenir est un peu différent du tien, puisque pour moi, si tu veux, ce moment a été extrêmement marquant. C'est-à-dire que j'ai ressenti en Albert Hirschman la présence d'une personnalité à la fois fascinante, magnétique, un homme ouvert et souriant, ça tout le monde le dit, Bimiche. Et je crois bien me souvenir que sur la photographie, il te sourit. Oui, il sourit. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une continuité après l'exposition, c'est-à-dire qu'on m'a chargé d'une petite tâche qui était celle d'accompagner tous les survivants du Centre américain de secours qui étaient présents. Ils n'étaient pas tous là. Il n'y avait pas Gemeling, mais certains étaient là, dont Myriam Davenport. Et alors, ce souvenir est encore vraiment présent à mon esprit. On m'a chargé d'être le guide de ces Américains et de les amener à la Villa Herbel, qui n'existe plus, qui n'existait pas à l'époque non plus. Elle a été détruite bien avant. Donc, je me souviens qu'on m'avait affrété un car, et puis j'étais le guide, le commentateur, pour des Américains qui, en fait, avaient tous connu cet endroit-là. Alors, on part, j'explique un petit peu comme ça la situation de Marseille à l'époque, tout ça, mais ils en savaient plus que moi, c'est sûr. Et puis j'avais confiance, parce que je ne savais pas où se trouvait l'emplacement de la Villa Herbel. Aucun historien, personne n'avait pris, même pas moi, personne n'avait pris le temps d'aller regarder sur le cadastre où se trouvait l'emplacement de la villa. Alors nous arrivons à Herbel, le car s'arrête, Albert Hirschman était dans le car. Il descend, Myriam Davenport était là, elle descend aussi, et puis nous regardons le quartier d'Herbel et nous trouvons une cité périphérique de Marseille de 6000 habitants. 6000 habitants, un quartier sensible, un des plus sensibles de Marseille, pas le seul, mais nous restons abasourdis. Et à ce moment-là, il se passe un phénomène assez extraordinaire, c'est qu'une foule de bateaux, des jeunes gens de la cité, voient arriver ces Américains, ils nous regardent, ils les regardent, ils posent des questions, ils nous entourent, ils nous disent mais qui êtes-vous? Mais que faites-vous là? Les Américains à la cité Herbel, ça a été une véritable révolution. Alors la révolution s'est arrêtée là, parce qu'effectivement, je demande à Myriam Davenport, mais où est la Villa Herbel? Alors elle dit, c'était là. Je demande à d'autres personnes qui avaient été présentes dans la Villa Herbel, où était la Villa Herbel? On me montre une autre direction. Finalement, nous n'avons pas trouvé la Villa Herbel. Voilà mon souvenir donc personnel. Alors effectivement, je ne me souviens pas. J'étais en 1991 à Washington, au moment où Varian Fry a été honoré après sa mort,
C'était en 1991, donc, et il a reçu la médaille Eisenhower au Congrès. C'était au Congrès. Je ne me souviens pas si Albert Hirschman y était. Je n'en suis pas sûr. Je n'ai pas ce souvenir. Il y avait eu après une cérémonie. Je me souviens de Marie-Jeanne Gold, toute l'équipe du Centre américain de secours en 1991, qui était encore... enfin, presque tout le monde était là. Gemelling n'y était pas. Donc 1991, je ne me souviens pas. J'ai oublié. Par contre, ce souvenir de 1999 est resté présent à ma mémoire. Et c'est à ce moment-là qu'un des personnages qui a été aidé par Varian Fry, il était le fils d'un prix Nobel de littérature, donc c'était Meyerhoff, Albert Meyerhoff, qui est devenu par la suite professeur d'université en physique, hein, parce qu'il disait que son père disséquait les grenouilles, etc. Alors donc, Walter Meyerhoff m'a incité, à la suite de ce congrès, à la suite du colloque, un jour il me téléphone, il était en Californie, il me téléphone puis il me dit Jean-Michel, vous ne pourriez pas créer une association Fry qui serait en parrainage avec celle qu'il dirigeait en Californie, et son association s'appelait donc Varian Fry Foundation Project. Alors moi j'ai hésité quelques secondes et puis j'ai dit ben oui, pourquoi pas. C'était donc en 1999. Donc voilà 20 ans que l'association Varian Fry existe, avec mes collègues qui sont ici présents, nous avons essayé de transmettre, c'est ce que vous avez écrit à côté, enfin sur le panneau, transmettre la mémoire à la fois de Varian Fry, d'Albert Hirschman et de ceux qui l'ont entouré. Effectivement, tous ces moments sont restés présents à ma mémoire. Alors ce que je voudrais juste faire, et ça va être un peu différent en deuxième point, si on peut dire, c'est essayer de croiser le regard que tu as eu sur la rencontre entre Albert Hirschman et Varian Fry. Alors effectivement, je me suis penché un petit peu sur la documentation et je remercie Jutta Milas, secrétaire de l'association ici présente, d'avoir contribué à participer à ces recherches. Donc ce qui a accéléré le travail, je te remercie Jutta d'avoir fait ça pour l'association et puis pour cette intervention d'aujourd'hui. Alors, notre question que nous nous sommes posée tout de suite, et c'est Jutta qui l'a posée, c'était de savoir à quel moment exactement, c'est une question qui paraît un peu superflue, à quel moment exactement est-ce que Albert Hirschman a rencontré Varian Fry? À quel moment? Parce qu'en fait, si on lit les mémoires de Varian Fry, on s'aperçoit qu'il ne le dit pas. Il dit oui, il dit Albert Hirschman est la première personne qui a travaillé pour moi. La première. Il ne dit pas quel jour il a rencontré. Alors, j'ai cherché, nous avons cherché avec Jutta. Nous avons trouvé l'itinéraire que tu as retracé chez les Kabouas, les fausses cartes d'identité, etc. La fausse carte d'identité surtout. Et donc, je me suis plongé ensuite dans le livre qui est sur la table de Jérémy Adelman. Et je n'ai pas l'aisance de Jutta pour la traduction anglaise. J'ai fait beaucoup d'anglais, mais je manque de pratique. Effectivement, à Marseille, on ne parle pas trop l'anglais. Alors donc, Jérémy Adelman, j'ai trouvé cette biographie, mais je m'y retrouve quand même. Hein. Donc, j'ai trouvé cette biographie particulièrement intéressante parce qu'elle se repose la même question. Et voilà ce que dit Jérémy Adelman dans ce livre, hein, Worldly Philosopher, philosophe mondial, je crois. Effectivement, c'est un titre qui convient bien. Ce livre a été publié en 2013. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, Alderman dit que Hirschman est allé au-devant de Varian Fry, est arrivé à la gare et il l'a accueilli à la sortie du train. Le 13 ou le 14. Lui, il dit le 14. Le 14 août 1940. Je dis c'est absolument impossible. Je commence à dire à Jutta, c'est pas possible. Il n'a pas pu accueillir, il n'a pas pu être là quand Varian Fry est descendu du train. On est déjà dans les débats entre mémoire et histoire. Donc.
Nous sommes dans ce débat. Et donc, c'est vrai que c'est une question qui nous a... Alors, nous sommes piqués au défi et nous avons cherché renseignement. Alors, nous sommes replongés dans le témoignage, pas celui-là, le témoignage que Hirschman, Albert Hirschman, ce témoignage qu'il a donné lors du colloque que tu as organisé, Jean-Marie. Je relis bien le témoignage et je m'aperçois qu'effectivement, Albert Hirschman lui-même dit qu'il est allé accueillir accueillir Varian Fry à la sortie du train. C'est écrit dans son témoignage. Alors donc, à partir de là, je me suis dit, je pense que ça doit être vrai. Alors, nous avons retrouvé le sillage de Heinrich Hermann. Et en reprenant le sillage de Heinrich Hermann, nous sommes rendus compte que Hermann avait prévenu Albert Hirschman de la venue de Varian Fry en lui indiquant même l'heure du train et tout, ce qui explique effectivement que Albert Hirschman, Albert Hermann à ce moment-là, a accueilli sur les escaliers de la gare, Varian Fry. Donc voilà une clarification historique établie. On sait maintenant quand est-ce qu'il y a eu lieu la rencontre. C'était devenu un jeu. Alors le deuxième jeu, ça sera le dernier. Je ne reviendrai pas sur la convention d'armistice. Je ne détaillerai pas trop ni le nom des personnages, c'est connu maintenant, qui ont été aidés par Albert Hirschman, ni même son engagement politique, que tu as très bien évoqué toi-même, disons, dans les jeunesses socialistes. On peut peut-être aller aussi évoquer le JLC, le Jewish Labor Committee, et aussi la participation de Albert Hirschman au groupe socialiste du Neubeginen. Moi, j'ai retrouvé un lien entre l'engagement politique de Albert Hirschman et aussi ce groupe Neubeginen. Puisqu'en fait, au lendemain de l'armistice, c'était après l'armistice, le 25 juin 1940, à New York, Fry est introduit à l'hôtel Commodore par un certain Karl Frank, qui était le fondateur de ces jeunesses Neubeginen. Donc en fait, il y avait un lien déjà. Karl Frank était encore aux États-Unis. Il y avait un lien avec Hermann. Et donc finalement, on retisse, si vous voulez, toute une association de rapports, de contacts qui peuvent peut-être expliquer que Albert Hirschman ait pu rencontrer Varian Fry de cette façon. Alors ensuite, je me suis interrogé avec Jutta aussi sur l'amitié, sur le lien qui pouvait exister entre Varian Fry et Albert Hirschman, c'est-à-dire ce lien d'amitié. Est-ce que c'est une amitié bien forte, ou alors c'était juste une relation de travail? Et pour répondre à cette question, c'est-à-dire quel sentiment Varian Fry pouvait avoir vis-à-vis de son collaborateur, le premier, Albert Hirschman, que lui-même avait surnommé Bimiche, donc le rayonnant. Donc, j'ai retrouvé à la Columbia University, dans les archives de Varian Fry, une lettre qui m'a paru passionnante et intéressante si on fait un rapprochement chronologique, c'est-à-dire Varian Fry est expulsé de France en septembre 1941. Expulsé de France, il ne voulait pas partir vraiment. Il aurait bien voulu rester. D'ailleurs, avant de partir, il a traîné un peu sur la Côte d'Azur. Vous êtes au courant de tous ces détails. Jean-Marie, tu les connais. Il est allé à Nice, il est allé... Bon. Et il ne voulait pas partir. Finalement, on le somme de partir. Il est accompagné jusqu'à la frontière par un inspecteur dont le nom est devenu célèbre parce qu'il a été photographié à côté de Fry dans le train. Il s'appelait Garandel. Et une fois qu'il est expulsé de France en septembre, il va traîner en Espagne et au Portugal. Alors, pas longtemps en Espagne, mais au Portugal, il reste 6 semaines avant de regagner les États-Unis.
Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais un document qui me permettait de mieux comprendre la relation qu'il pouvait y avoir d'amitié entre Varian-Fry et Hirschman, Bimich, Albert Herman. Alors, cette lettre, disons que Fry arrive à New York, je crois bien, mais tu me corrigeras si je me trompe, le 30 novembre 1941. C'est exact. Et je retrouve une lettre datée, écrite par Fry à Hirschman, et elle est datée du 30 novembre 1941. Ce qui veut dire que le premier geste qu'a pu faire Varian-Fry en arrivant à New York, c'est d'écrire à son compagnon de travail, mais aussi à son compagnon, disons, d'engagement, on peut dire. Donc, 30 novembre 1941, je découvre l'histoire d'une amitié véritable. Et c'est ça qui m'a troublé. La deuxième chose, c'est que, et qui est intéressante aussi dans cette lettre, oui, d'abord, il regrette d'être loin d'Hirschman, qui se trouvait à Beckerley, en Californie. Et il lui dit, c'est bien dommage, j'aimerais bien venir te voir, mais tu es un peu loin. Et puis, je veux m'engager. D'ailleurs, il a fait des conférences pour rappeler aux Américains la situation réelle dans la France de Vichy, la situation des réfugiés, etc. Alors donc, il écrit à Hirschman et il lui dit, mais je te félicite aussi pour ton mariage avec Sarah. Et j'aurais bien voulu être là aussi. Et puis il lui dit ensuite, j'ai l'intention d'écrire un livre maintenant. Et je voudrais que tu me précises quelques points. Alors, il va rentrer dans le détail, puis il va dire, voilà, il va parler de Kourillo, tout ça. Est-ce que tu pourrais me préciser quelles étaient tes activités clandestines? Il demande un tas de renseignements. Finalement, Hirschman en savait beaucoup plus que lui. Et donc, il s'est aidé du témoignage de Albert Hirschman pour écrire ses mémoires, sur en demande, livrés sur demande, qui ont été réédités d'ailleurs en français, d'abord par Plan, et ensuite, maintenant, on le trouve dans les éditions Agone. Voilà. Alors donc, je voulais, pour terminer, remercier Thierry Fabre de m'avoir invité et remercier Katia Salomon d'être à nos côtés. Vous remercier de rendre cet hommage à Albert Hirschman, qui paraissait un peu, on dit, d'être l'éminence grise, celui qu'on ne voit pas, qui passe, mais qu'on ne voit pas, mais qu'en fait, qui a pu réaliser un travail considérable. Et je crois que c'est même un peu grâce à lui que le comité Varian-Fry, qu'on appelle Centre américain de secours, comme tu l'as souligné, donc le comité Fry a pu vraiment se construire grâce à Albert Hirschman. Et donc, il méritait aujourd'hui cet hommage. Et je vous remercie, Thierry Fabre, de le lui avoir rendu. Merci à vous dans cette plongée de l'histoire à partir de Marseille, de ces moments de résistance, et on est toujours dans ce triangle entre l'Allemagne, la France et les États-Unis. Alors on va, pour terminer, retourner en Allemagne, donc in absentia, puisque Wolf Lepénis, pour des raisons de santé, n'a pas pu être parmi nous, et donc il m'a demandé de bien vouloir lire le texte qu'il a préparé. Et je pense que, vu les liens d'amitié qui existaient entre Albert Hirschman et Wolf Lepénis, il me paraît important de vous donner lecture de ce témoignage qu'il a donc intitulé « Albert O. Hirschman, ses passions et ses intérêts ». Participer au lancement de la chaire Hirschman à l'IMERA est un grand honneur pour moi. Je salue sa fille Katia Salomon. Mon ami Thierry Fabre avait parlé très tôt de son projet d'établir une chaire Hirschman. Cette idée devient maintenant une réalité. C'est tout le mérite de l'IMERA et de la ville de Marseille d'honorer la mémoire d'Albert Hirschman, un combattant pour la liberté, un intellectuel resté toujours engagé et l'un des grands chercheurs et moralistes de notre temps. Albert Hirschman était âgé d'à peine 25 ans en 1940 lorsqu'il décida de rejoindre le Centre américain de secours de Varian-Fry à Marseille.
Après avoir fui Berlin, sa ville natale, à l'arrivée des nazis, il se rendit en Espagne combattre Franco aux côtés des brigades internationales, puis en Italie dans la clandestinité pour s'opposer à Mussolini avant de rejoindre l'armée française. Il avait étudié dans des grandes universités et instituts de recherche européens tels que l'École des hautes études commerciales, HEC, la Sorbonne, London School of Economics, et avait soutenu à l'université de Trieste une thèse remarquable sur la réforme monétaire française des années 1925-1926. Ce jeune compagnon de Varian-Fry était à la fois un chercheur éprouvé et un combattant courageux, et c'est là l'admirable originalité d'Albert Hirschman de n'y avoir jamais vu de contradiction. Son engagement se trouvait autant dans le combat pour la liberté que dans la recherche de la vérité. À la suite de la débâcle de la drôle de guerre, Hirschman rejoignit le groupe de Varian-Fry avant de s'embarquer pour les États-Unis via l'Espagne grâce à une bourse de la Fondation Rockefeller et poursuivre ses travaux scientifiques à l'université de Berkeley. En 1945, il publiait son premier chef-d'œuvre, un ouvrage sur les rapports entre commerce international et puissance nationale, qui lança sa carrière d'économiste pratique et théorique. Il participa à l'élaboration du plan Marshall au bureau de la Réserve fédérale. Citation, « J'aimais beaucoup le concept de don à grande échelle », avait déclaré Hirschman, en se remémorant cette période. Pendant plusieurs années, il œuvra comme conseiller économique en Colombie, jusqu'à ce que sa carrière universitaire le mène dans les grandes universités américaines de la côte Est, Yale, Columbia et Harvard. En 1974, il est finalement nommé à l'Institut d'études avancées de Princeton, où il demeura jusqu'à sa disparition en décembre 2012. La richesse et la subtilité de son œuvre susciteront toujours l'admiration. Célébrer, chanter l'épopée du développement, son défi, son drame, sa grandeur, c'est ainsi qu'Albert Hirschman caractérisait ses premières activités de chercheur. Il était dépourvu de l'arrogance des experts autoproclamés qui, sans connaître les conditions locales, prescrivent des recettes aux sociétés en développement et veulent les forcer à imiter l'Occident. La force d'Hirschman résidait dans sa modestie et son respect pour le savoir local. Il savait combiner, sans faire montre de prétention, expérience pratique locale et abstraction globale. En 1979, j'arrivais à Princeton pour la première fois sur l'invitation d'Hirschman, que je connaissais notamment comme l'auteur de 2 chefs-d'œuvre, Défection et prise de parole et Les passions et les intérêts. Dans le premier ouvrage, il analysait des situations économiques dans lesquelles des organisations rencontraient une baisse de qualité de leurs produits qui mettait le consommateur ou l'usager face à 2 options. Faire défection, exit, pour se tourner vers la concurrence, ou prendre la parole, voice, pour obtenir une amélioration des produits concernés. Il s'agissait là d'une approche caractéristique de l'auteur qui tirait ses connaissances de l'observation d'un phénomène local de moindre envergure, dans le cas présent la perte de passagers sur le chemin de fer nigérian. Or, ces idées furent par la suite appliquées à l'ensemble des sciences humaines et sociales, dont le lendemain de la chute du mur de Berlin offre un exemple particulièrement spectaculaire. Dans Les passions et les intérêts, Hirschman analysait, comme l'indique le sous-titre, les justifications politiques du capitalisme avant son apogée. Ces 2 livres dévoilaient ce qu'Hirschman considérait comme le lien étroit entre l'économie et la politique. Souligner que l'ordre du marché n'est pas exempt de tout pouvoir était un constat loin d'être trivial. Pour de nombreux économistes traditionnels, il apparut comme un blasphème intellectuel. En Italie, Hirschman avait mis de bonne heure ses compétences d'économiste au service de son engagement politique. Il voyait dans l'économie un instrument pragmatique et précis d'analyse et d'alerte dans la lutte contre le fascisme. Citation, « Le régime mussolinien restreignait de plus en plus la publication de statistiques économiques officielles, en sorte qu'il fallait éplucher avec minutie la presse financière quotidienne pour se faire une idée de la réalité économique. J'y trouvais un grand plaisir. » Mais Hirschman notait, « Je trouvais un grand plaisir à accomplir ce travail de détective et à jouer au plus malin avec les autorités fascistes. » En France, le programme de l'École libre des sciences politiques de Paris fascinait le jeune Hirschman car il était bien équilibré, combinant fort heureusement les matières économiques et politiques d'un côté, les sujets analytiques et historico-politiques de l'autre. Comme il convient à un jeune chercheur, Hirschman montrait un manque de respect flagrant pour les frontières entre les différentes disciplines. La transgression, l'autosubversion. Il était unique en son genre, en ce sens que ce manque de respect non seulement ne s'atténua pas au fil des ans, mais s'accrut au contraire avec l'âge. À cet égard, un institut d'études avancées, dont l'une des idées directrices était le chevauchement des disciplines, comme c'est ici le cas à l'IMERA,
constituait un lieu idéal pour Albert Hirschman. À Princeton, en compagnie de son collègue, le célèbre anthropologue Clifford Geertz, rejoint plus tard par le philosophe Michael Walzer, Albert Hirschman accéléra un changement de paradigme au sein des sciences humaines et sociales. Ils remplacèrent une discipline expérimentale à la recherche de lois, alors en vigueur, par une discipline interprétative à la recherche de sens. Ce paradigme exerça une certaine influence sans devenir toutefois dominant. Hirschman n'y voyait pas d'inconvénient. Il garda tout au long de sa vie une distance souveraine envers le mainstream qu'il aurait pu caractériser comme le domaine où les gens se trompent selon les règles. Hirschman considérait avant tout l'économie comme une discipline qui pouvait servir son engagement politique. Il s'éloigna toutefois du mono-économisme pour devenir un économiste saisi par le doute, comme il expliquait dans un entretien accordé au journal Le Monde. « Je suis tout le contraire d'un néolibéral. Malgré le respect que j'ai pour le marché, je ne crois pas que celui-ci soit une panacée et j'estime que l'État a un certain rôle à jouer. Cela dit, de mon expérience de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste, j'ai conservé une horreur de l'État tout-puissant. » Hirschman est devenu un économiste hétérodoxe qui a néanmoins essayé de maintenir le dialogue avec l'orthodoxie, cherchant toujours à convaincre les personnes du champ adverse de la validité des autres options possibles. Mais la distance avec sa discipline d'origine s'accrut. Pour Hirschman, les belles lettres fournissaient des connaissances aussi importantes que les modèles mathématiques de l'économétrie, comme vous l'avez su. De même, l'herméneutique n'était pas moins essentielle à ses yeux que les statistiques. Ainsi, Hirschman devint l'homme de lettres des sciences sociales. Sa tentative pour révoquer le divorce entre économie et morale, en réintégrant des motifs de comportement moraux dans l'action économique, fut décisive dans le rôle d'outsider qu'il joua au sein de l'économie. Citation. « J'imagine une science sociale qui serait très différente de celle que la plupart d'entre nous faisons aujourd'hui. Une science morale sociale dans laquelle les considérations morales ne seraient pas supprimées ou écartées, mais seraient systématiquement combinées avec des arguments analytiques. C'est ainsi que j'imagine une science sociale pour nos petits-enfants. Transmettre. » Tout ce goût pour les écrits méconnus, ce rejet des lois universelles et politiques, ont certes sans doute coûté à Albert Hirschman le prix Nobel, constatait un admirateur quelque peu sournois. En effet, le jour de mon arrivée à Princeton en 1979, Sir Arthur Lewis remportait le prix Nobel pour ses travaux en économie du développement. Clifford Geertz s'exclama alors « Here goes Albert Prize ». Ainsi s'envole le prix pour Albert. Ce n'est que plus tard que je compris le mot de Geertz. Un économiste hétérodoxe du développement comme Hirschman ne recevrait plus jamais le prix Nobel. Ce n'était pas à l'honneur de la Reichsbank chinoise que d'avoir ignoré Hirschman, l'un des grands intellectuels de notre temps, comme l'écrivait son ami et collègue, le prix Nobel, Amartya Sen. Citation, « Ces écrits ont transformé, c'est Amartya Sen qui parle, ces écrits ont transformé notre compréhension du développement économique, du comportement humain, ainsi que de la nature et des implications de nos identités, de nos loyautés et de nos engagements. » En la personne d'Albert Hirschman, j'ai non seulement fait la connaissance d'un émigré allemand, d'un ancien combattant contre les fascismes européens et d'un franc-tireur en économie, mais j'ai aussi rencontré un tempérament intellectuel qui aurait pu déclarer comme Paul Valéry « J'ai beau faire, tout m'intéresse ». Avec Hirschman, l'imprévu, c'était pas répété, hein. Donc c'est dans le texte de Wolf Le Pénise et il ne savait pas ce que Jean-Marie Guillon a dit tout à l'heure. Donc avec Hirschman, l'imprévu était toujours au rendez-vous et l'intrusion sur le territoire d'un voisin, l'un de ses passe-temps favoris. Citation. « Quand il me semble qu'une idée peut être vérifiée dans un autre champ, je suis heureux de m'aventurer dans cette direction. » En même temps, Hirschman était un joyeux provocateur et un fauteur de troubles. Quelqu'un énonce-t-il une loi? Je m'emploie à montrer dans quelles conditions cette loi ne fonctionne pas. Rien de tout cela n'était un caprice, mais l'expression d'une conviction épistémologique à laquelle il avait lui-même donné le nom de possibilisme. Je pense qu'on devrait entendre cette notion de possibilisme avec force aujourd'hui. Je ne suis tout simplement pas intéressé par les prévisions. Elles ne font partie ni de mes centres d'intérêt, ni de mes ressorts théoriques.
J'ai toujours été plus intéressé par l'élargissement du champ des possibles, par ce qui pourrait arriver, que par la prédiction, sur la base d'un raisonnement statistique de ce qui arrivera effectivement. Cela aurait pu passer pour de l'arrogance, mais Albert Hirschman s'en était protégé par une attitude qui faisait de lui un personnage quasi unique dans le monde de la recherche, l'autosubversion. Hirschman aimait subvertir ses propres idées. C'était pour lui un moyen excellent de se renouveler. Et l'une des raisons sans doute pour laquelle Hirschman rayonna d'une aura de jeunesse jusque dans sa vieillesse. Il est d'ailleurs significatif qu'il ait intitulé l'un de ses ouvrages « Un certain penchant à l'autosubversion », qui peut être considéré comme son autobiographie. Après 1979, j'ai passé plusieurs années avec quelques interruptions à Princeton. Puis je suis retourné au Wissenschaft College, l'Institut d'études avancées à Berlin. En 1988, l'Université libre de Berlin nommait Hirschman docteur honoris causa. Ce fut un moment émouvant pour lui, qui recevait enfin de l'Université de Berlin son doctorat dont les nazis l'avaient privé. Au cours des célébrations en son honneur, je demandais à Hirschman s'il pouvait s'imaginer séjourner au Wissenschaft College pendant un certain temps comme invité. Il hésita. Retourner à Berlin pour quelques jours était une chose, vivre à nouveau longtemps dans la ville dont les nazis l'avaient chassé quand il était jeune en était une autre. Mais Hirschman finit par accepter. Et à partir de 1989, lui et sa femme Sarah se rendirent régulièrement au Wissenschaft College où ils étaient admirés et aimés de tous. Lorsque le mur de Berlin tomba en 1989, la théorie centrale qu'Hirschman avait développée dans son livre « Défection et prise de parole » devint spectaculairement d'actualité, même s'il fallut veiller à la justesse de sa restitution. Les événements montrèrent que la défection et la prise de parole ne sont pas forcément opposées et qu'elles peuvent fonctionner ensemble. Des millions de citoyens de la République démocratique allemande avaient fui la dictature après la construction du mur en 1963. Défection. Et ils avaient ainsi affaibli le régime et renforcé la résistance. Prise de parole. Au point que le régime s'est effondré sur lui-même. De nombreux commentateurs se souviennent alors que la théorie d'Hirschman, mais certains d'entre eux la présentèrent de manière si incomplète ou incorrecte qu'Hirschman fut contraint en tant qu'auteur de faire à plusieurs reprises des rectifications publiques. Même sans la chute du mur de Berlin, Albert Hirschman serait devenu une présence imposante dans le paysage scientifique allemand. Mais maintenant, quelque chose de tout à fait inhabituel se produisait. La réalité semblait obéir à sa théorie. Le retour d'Hirschman à Berlin fut un événement intellectuel et riche en émotions. Un jour en particulier est resté gravé dans ma mémoire. La perspective de rencontrer deux grands intellectuels qu'il avait connus dans sa jeunesse, Jürgen Kuczynski et Richard Lowenthal, réjouissait Hirschman. Il entretenait une relation particulière avec Kuczynski, alors âgé de 84 ans. Son père, le chirurgien Karl Hirschman, avait sauvé de l'arrestation le père de Kuczynski après la prise de pouvoir par les nazis. Jürgen Kuczynski, économiste, était demeuré communiste et jouait en République démocratique allemande le rôle d'un fauteur de troubles loyal. Richard Lowenthal, politologue de plus de 80 ans, avait également été communiste dans sa jeunesse avant que le parti ne l'expulse pour avoir prôné une union entre les communistes et les sociaux-démocrates. Après l'accession au pouvoir des nazis, il avait rejoint le Neue Beginnen, le Renouveau, un important groupe de résistance, et après la fin de la guerre, il était devenu un conseiller éminent des sociaux-démocrates allemands. Tandis qu'Albert Hirschman se tenait sur la terrasse du Wissenschaft College, on vit arriver Kuczynski et Lowenthal. Les trois hommes se saluèrent enfin, eux qui ne s'étaient pas revus depuis 60 ans. Sur la terrasse, nous sommes tous écartés à une distance respectueuse pour faire place à ces trois savants âgés qui s'étaient distingués dans leur discipline tout en restant courageusement engagés dans la politique. Tandis que derrière nous s'achevait une phase décisive de l'histoire allemande. Lors de son retour à Berlin, Albert Hirschman ne retrouva que quelques ruines de la maison dont il avait été expulsé en 1933. Devant ces vestiges, un jeune photographe réalisa un portrait imposant et émouvant d'Albert et Sarah Hirschman. Calmes tous deux, sourit à la caméra devant les ruines de la maison natale. Un merveilleux symbole de décence triomphant d'un passé terrible. Je me souviens du soir où ma femme et moi sommes allés avec Albert et Sarah Hirschman à l'Opéra de Berlin.
Je n'oublierai pas l'émotion d'Hirschman quand il a entendu l'ouverture de Fidelio, l'opéra de Beethoven, où l'aspiration à la liberté et la compassion jouent un si grand rôle. En effet, jeune homme, Albert Hirschman s'était battu pour la liberté dans tant de pays européens et s'est guidé par la compassion qu'en homme mûr, il sauva un si grand nombre de réfugiés, ici, à Marseille. Ce fut un cadeau de connaître Albert Hirschman, un combattant audacieux, un grand chercheur, un moraliste, un homme nécessaire. Je vous remercie.